débuter donc cette dernière séquence par un débat politique qui sera conduit par mon ami et collègue le docteur Bernard Basset, qui est vice-président de l'AMPA et qui en même temps a été très longtemps à la Direction générale de la santé, à qui je demande donc d'arriver et qui évidemment prend la succession. Nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous le directeur général de la santé, qui est le professeur Jérôme Salomon, qui évidemment va se présenter et s'installer. Nous connaissons un habitué, évidemment, et un fidèle du congrès de l'Albatros, c'est Nicolas Pris, qui était venu l'année dernière faire l'ouverture du congrès sur la pathologie duel. Et puis évidemment, nous avons l'immense bonheur et plaisir de nouveau réécouter notre invité. C'est le professeur Nora Volkov, que vous avez l'occasion d'écouter hier, et qui est président du National Institute Drug Abuse. Donc vous avez un peu plus d'une heure pour débattre, et je te laisse la parole, Bernard, pour installer et faire passer la parole. Merci bien. Merci Amine. Donc je vais présider au débeauté cette table ronde. J'en suis ravi parce que le thème qui est prévention, science, evidence-based en prévention, etc., me tient particulièrement à cœur. Vous avez vu que hier, pendant l'intervention du ministre de l'Éducation, c'est aussi ce qui a structuré son intervention. Il a dit que lui se référait à la science pour construire sa politique, quelles que soient les difficultés. Donc, d'autant plus pour nous qui sommes dans le champ de la santé publique. Et donc, je suis ravi d'animer cette table ronde avec mes collègues. Alors, je vais d'abord passer la parole à Nicolas Pris, qui est médecin de santé publique, médecin spécialiste en santé publique et président de la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Nicolas. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup aussi au professeur Amine Benyamina de m'avoir convié donc, pour cette très intéressante table ronde, et c'est un honneur de partager ce temps avec vous, Nora, et bien sûr avec Jérôme. Et merci d'interroger cette relation un peu particulière qu'on essaye toujours de mieux cerner entre la prévention des addictions, les sciences et la décision publique ou le politique. Et c'est d'autant plus important parce que je pense que la prévention dont on parle aujourd'hui est bien au cœur de la question addictologique, et elle est, si j'ose dire, à multiples détentes, puisque limiter les consommations ou les comportements, prévenir et traiter les addictions, c'est aussi prévenir, vous le savez tous, la survenue des pathologies les plus lourdes et maîtriser les coûts sociaux les plus importants que nous observons en santé publique. Naturellement, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que, comme le ministre l'a rappelé hier et Bernard en a fait écho à l'instant, pour affirmer notre volonté de nous appuyer sur les résultats de la science pour renforcer l'action publique en matière de prévention des addictions. Et ce détour scientifique est fondamental pour traiter d'un sujet de société qui est, vous le savez, marqué par la diversité des points de vue, des représentations et des intérêts qui brouillent singulièrement les repères de la population, et que cette population donc, que nous cherchons à protéger. Toujours mieux connaître et mieux comprendre pour mieux agir. Peut-être qu'il est intéressant d'illustrer dans un premier temps tout de même nos succès et les points forts sur lesquels on a pu s'appuyer ou on s'appuie encore pour conduire une démarche ainsi vertueuse. Il y a pas mal d'exemples qui nous montrent qu'on a su recourir à la science pour éclairer la décision publique. Et c'était aussi parfois la conviction politique et le recours à certaines valeurs qui ont su mobiliser le milieu scientifique ou mettre en avant un certain nombre de données pour changer le regard et prendre certains virages essentiels, casser des idées reçues, des habitudes, voire des traditions. Ce qui est important d'ailleurs, me semble-t-il, c'est pas de chercher quelle est la poule ou quel est l'œuf dans ce processus, la science ou le politique, mais c'est d'essayer d'illustrer les convergences qui ont pu s'installer entre la science et les politiques publiques pour susciter les changements de notre société concernant les addictions. Alors une première illustration très générale, mais qui a du sens selon moi, c'est le choix politique qui a été fait, guidé encore une fois par des résultats scientifiques, mais aussi par des valeurs communes, de dépasser des clivages idéologiques pour en France forger une politique équilibrée, c'est ce que l'on dit en tout cas, qui sait s'engager à la fois sur la prévention, de plus en plus, si j'ose dire, et le directeur général de la santé et la ministre en parleront certainement, l'accompagnement social, le soin, la lutte contre les trafics, la réduction des risques et des dommages. Je ne veux pas dire qu'on est exemplaire sur l'ensemble de ces dimensions politiques d'intervention et finalement de prévention,
Mais on est quand même salué à l'international pour cet équilibre, et je crois qu'on doit parfois le rappeler dans notre pays. Autre point d'appui qui me paraît essentiel, c'est la dynamique de l'observation et de la recherche qu'on a aujourd'hui en France. Je pense bien sûr à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, que je voudrais saluer particulièrement, l'Institut national du cancer, Santé publique France, l'INSERM, Avicen et toutes les équipes qui sont engagées. Une observation et une recherche, je parle de la vraie recherche, pas de celle des lobbies, qui désormais est très attentive aux liens et conflits d'intérêts, et c'est essentiel dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui. Les publications sur le sujet ont augmenté de 30% en 6 ans, entre 2010 et 2016. Plusieurs équipes en neurosciences des addictions, qui sont reconnues au plan international, sont à l'origine de découvertes majeures sur les facteurs de transition vers l'addiction. Et les financements aussi ont augmenté de 25%, notamment ceux alloués par la DGRI à la recherche sur les drogues et les addictions. Donc un secteur dynamique. Des résultats aussi, des résultats marquants quand même dans le domaine de la prévention. D'abord, Jérôme en parlera, mais ceux qui viennent d'être rendus publics sur la baisse de la consommation de tabac, qui montrent bien qu'en ayant une politique volontariste, solide, de long terme, s'appuyant d'abord sur les résultats de la science au sens large, qu'il s'agisse de l'épidémiologie, des neurosciences, de l'évaluation des stratégies et des programmes, obtient des résultats extrêmement importants. 1 million de fumeurs de moins entre 2016 et 2017, les catégories sociales les plus défavorisées, enfin embarquées dans les résultats de la prévention, et une dégradation de l'image du tabac parmi les jeunes de 17 ans. Et au-delà du tabac, sur ces jeunes de 17 ans, rappelons encore que la plupart des indicateurs de consommation sont à la baisse entre 2014 et 2017. C'est des résultats vraiment extrêmement importants, encourageants, même si un sondage publié aujourd'hui nous rappelle que la situation est préoccupante et que nous sommes confrontés à essayer de relever ce défi. Regardons aussi la question de l'alcool, qui nous préoccupe tant et tant, car il reste la seconde cause de mortalité prématurée évitable en France et dont les niveaux de consommation nous inquiètent toujours. Regardons là, pour le coup, les résultats de la cohorte Constance qui ont été publiés il y a quelques semaines. Entre 1960 et 2016, la consommation par habitant a diminué de 55%, et entre le moment où j'ai commencé mes études de médecine, bon, ne ricanez pas, c'est certainement il y a longtemps, mais et aujourd'hui, la fréquence tout de même des cirrhoses alcooliques a été diminuée par 3 dans notre pays. Prenons aussi l'exemple de la réduction des risques et des dommages. Grâce à la mobilisation, lors de l'émergence du sida en particulier, qui a entraîné un mouvement de recherche sans précédent dans le monde, nous sommes un des pays dont l'accès aux médicaments de substitution aux opiacés est le plus grand. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Et nous ne sommes pas tant de pays à avoir ouvert des salles de consommation à moindre risque. Regardons enfin la politique de médicaments que nous avons en France. Elle a permis jusqu'ici, et sans crier victoire, trop tôt, de nous prémunir de ce que le continent nord-américain vit actuellement avec la crise des opioïdes. Vous en parlerez peut-être, madame. Vous savez toutefois ma grande prudence sur le sujet et mon engagement pour nous préparer à y faire face. Voilà donc quelques exemples de succès, de moments où on a su bâtir ce lien important au service de la prévention entre la politique publique et la science. Mais il y a aussi des motifs, sinon d'inquiétude, mais des débats, et c'est la question qui nous est posée aujourd'hui, et des enjeux d'avenir. D'abord, et bien entendu, maintenir le niveau d'exigence pour asseoir nos décisions sur les données fiables, et qui nous invite donc à renforcer notre soutien à l'observation, à la recherche, et favoriser le dialogue entre le monde scientifique et les responsables des politiques publiques. C'est pour ça qu'à la Mildeka, nous mettrons en place dans le second semestre 2018 une interface science-décideurs qui permettra de nourrir ce dialogue entre les décideurs publics et les équipes de recherche pour mieux diffuser les connaissances et mieux anticiper les besoins des décideurs qui seront relevés par les équipes de recherche. Un des enjeux, c'est aussi de rendre accessible, j'allais dire un peu digeste, les principaux résultats susceptibles d'influencer objectivement et favorablement les comportements et de créer des environnements protecteurs. Les résultats de la science sont innombrables lorsqu'on les suit et l'on risque de s'y perdre. Et nous avons beaucoup de progrès, je crois, à faire pour utiliser simplement quelques données clés et les traduire en un discours public accessible et efficace. J'avais été frappé, en travaillant ensemble, Bernard, il y a quelques années, à l'époque où j'avais pu assister à une conférence de Michael Marmot, qui était le président de la commission des déterminants sociaux de la santé pour l'OMS,
et qui avait porté un discours convaincant sur la base d'un document simple qui s'appelait The Solid Facts. 10 arguments, 10 faits robustes pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Et je crois que c'est avec, et ça c'est mon rôle, c'est notre rôle collectif, avec quelques données probantes et bien choisies, diffusées par les bons canaux, de lutter contre les fake news et les groupes d'intérêt que l'on sait à l'œuvre. L'analogie d'ailleurs avec la réflexion sur les inégalités sociales de santé me semble aussi intéressante pour mettre en avant le caractère plus que jamais interministériel, intersectoriel et interprofessionnel de la prévention des addictions. C'est un véritable défi politique car les publications nous indiquent bien qu'aujourd'hui les clés se situent bien souvent en dehors, ou les marges de progrès en dehors du secteur de santé traditionnel. Le plan priorité prévention, qui avait été annoncé par le Premier ministre fin mars en présence de nombreux ministres, ouvre ainsi une voie nouvelle. Un exemple, celui de la lutte contre le tabac, qui mobilise au-delà du secteur de la santé pour augmenter le prix, faire respecter l'interdiction de vente aux mineurs, traiter la question des buralistes pour qu'ils s'engagent vers une évolution de leur profession. Les progrès de demain sont à rechercher dans la complexité de l'action publique et nous obligent à bousculer nos habitudes politiques et administratives pour aller davantage dans le même sens, se concerter et trouver les compromis. Nous savons combien cela reste difficile sur la question de l'alcool. Et ce qui n'est pas simple au niveau national, j'allais dire, l'est encore plus au niveau local et territorial pour, in fine, avoir un impact sur les professionnels et les populations elles-mêmes. Mais cette complexité de l'action publique, c'est aussi, à laquelle la science nous invite, c'est aussi un formidable innovateur en termes d'innovation et d'ouverture. Le mécanisme du fonds tabac, les salles de consommation à moindre risque, les programmes de renforcement des compétences psychosociales, la médiation scientifique, le programme tapage que certains connaissent, les étudiants relais santé en sont quelques exemples. Mais nous devons faire des progrès importants dans ce domaine. Nous devons accélérer pour suivre nos jeunes, qui restent notre principale préoccupation, suivre les évolutions de leur mode de vie, trouver notre place sur les réseaux sociaux, leur faire toucher du doigt des effets à court terme immédiatement accessibles et visibles plutôt que des risques statistiques à long terme, comme c'est d'ailleurs très bien le faire le programme MAD, proposer des ressources de marketing social pour éduquer face aux stratégies marketing des industriels, sortir des postures morales pour convoquer et faire appel à leur intelligence guidée par la science et développer davantage l'e-santé au service des addictions, qu'il s'agisse de la télémédecine, des ressources en ligne, des applications ou voire même du fameux e-congrès. Il nous faut encore probablement susciter plus encore les convergences en matière de recherche et d'évaluation. Je crois que le ministre en a parlé hier, mais je crois qu'on a su arriver à faire travailler ensemble des recherches cliniques en neurosciences, en épidémiologie, en santé publique et en sociologie. Il faut un petit peu embarquer d'autres cercles, les sciences de l'éducation, les sciences du comportement et l'économie également, pour ne prendre que ces 3 exemples. Et faire savoir aussi, comme désormais nous en avons pris l'habitude dans le secteur sanitaire et social, et c'est pour moi une grande fierté d'appartenir à cette grande maison, qu'on n'a plus à gagner qu'à perdre en élaborant et diffusant des recommandations de pratiques professionnelles, des guidelines, des aides à la décision dans tous les milieux professionnels qui peuvent concourir à la prévention des addictions. C'est la même chose d'ailleurs s'agissant des évaluations des politiques publiques dont nous ne devons pas avoir peur et pour lesquelles des marges de progrès sont considérables dans certains champs de l'action publique. Alors je vais terminer juste, si tu permets Bernard, par une citation de Gaston Bachelard que l'on m'a soufflée et je la trouve très belle. Quand il se présente à la science, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux car il a l'âge de ses préjugés. Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir. Voilà, merci beaucoup. On prend quelques questions. Nicolas Pris est d'accord, donc avant l'intervention de Jérôme Salomon, qui souhaite poser une question? Président de la Mildeka. Sinon, on aura un débat avec les 3 intervenants à la fin. Non? Ben, très bien. Alors, je vais passer la parole à Jérôme Salomon, qui est lui aussi médecin spécialiste en santé publique et professeur universitaire et qui est actuellement directeur général de la santé. Merci Bernard, bonjour à toutes et à tous.
Effectivement, je suis médecin spécialiste de santé publique, épidémiologiste et professeur de maladies infectieuses. Voilà, donc un champ qui est proche de vos préoccupations. Je voudrais remercier les organisateurs parce que je trouve que c'est un débat tout à fait intéressant. Et donc remercier en particulier le professeur Amine Benyamina avec lequel on travaille régulièrement et qui nous aide beaucoup sur la réflexion avec beaucoup d'entre vous pour une prise en charge optimale de ce sujet majeur que sont les addictions. Quelques mots peut-être parce que la Direction générale de la santé n'est pas forcément bien connue, en tout cas ses missions. Donc je voudrais juste rappeler que les 4 principales missions de cette direction d'administration centrale sont la promotion de la santé, la protection de la santé, donc tous les enjeux de sécurité sanitaire, la lutte contre les inégalités et évidemment la recherche médicale, les innovations, l'accès à l'innovation avec, comme vous pouvez l'imaginer, la gestion de crises majeures, et on en a connu, les situations sanitaires exceptionnelles, et on en connaîtra d'autres, mais aussi la tutelle des agences sanitaires nationales, que sont l'Institut du cancer, l'Agence de biomédecine, l'Établissement français du sang, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et Santé publique France, donc l'Agence nationale de santé publique. Ce débat est très intéressant parce que finalement il associe 3 mots qui ont l'air opposés, mais on peut parfaitement les remettre en couple, puisque on va développer une politique de prévention basée sur la science. La science doit servir évidemment pour évaluer nos actions de prévention. On mène une politique de prévention et on mène une politique, là encore, basée sur la science, c'est-à-dire basée sur les données probantes, comme l'a dit tout à l'heure Nicolas Pris. On est à un tournant aujourd'hui en France. La révolution de la prévention avait été souhaitée par le candidat Emmanuel Macron lors de son discours de Nevers en janvier. Et effectivement, Agnès Buzyn met en place ce nécessaire rééquilibrage de la politique de santé française. Vous savez très bien, on en parle partout. La France a un système de soins extrêmement performant, certes coûteux mais performant, qui nous classe régulièrement dans les 5 premiers mondiaux. Par contre, si vous prenez des études internationales en termes de prévention, on est autour de la 50e place, avec de très mauvais indicateurs de prévention, de promotion de la santé, sur un certain nombre de grands champs d'intervention de la santé publique. Et donc il nous fallait absolument rééquilibrer la place de la prévention, de la promotion de la santé, et c'est ce qui est en train d'être fait pour lutter contre ces paradoxes français qui sont peut-être pas suffisamment connus. D'abord, certes, on est un pays avec une espérance de vie parmi les plus élevées du monde, mais premièrement, nous avons une mortalité prématurée évitable masculine extrêmement importante, et deuxièmement, l'espérance de vie sans incapacité n'est pas si bonne que ça. Donc on vit certes vieux en France, mais tout dépend de sa catégorie sociale et tout dépend évidemment de son état de santé au cours des dernières années. Donc on a vraiment des inégalités sociales très profondes. L'INSEE a publié en début d'année des chiffres qui sont assez révoltants, puisqu'il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie entre un homme de conditions sociales défavorisées et un homme cadre sup en France. C'est quand même très impressionnant. Il y a des inégalités territoriales que vous connaissez bien, et on parle de déserts, mais les déserts sont souvent urbains, donc des grandes inégalités au sein de nos territoires, entre départements, et puis bien entendu entre la métropole et les territoires ultramarins. Et enfin, il y a une troisième catégorie d'inégalités qui n'est peut-être pas suffisamment citée, c'est l'inégalité d'accès à l'information. Comment est-ce qu'on trouve de l'information de qualité pour conduire ses propres comportements et pour connaître quels sont les bons moyens d'assurer une vie en bonne santé. Ce qu'on a voulu faire aussi, et Nicolas Pris vous en a parlé tout à l'heure, c'est de démontrer enfin l'importance de ce qui est préconisé par l'OMS, c'est-à-dire l'importance de mettre de la santé dans toutes les politiques. C'est difficile pour un médecin de dire ça, mais finalement l'impact du médecin est assez faible dans la santé d'une population. Et donc ça a l'air d'être une évidence, mais l'environnement de l'enfance, l'alimentation, les transports, les conditions de vie, les conditions de travail, le logement sont des facteurs évidemment beaucoup plus importants, évidemment l'éducation. Et donc il nous faut mettre de la santé dans toutes les politiques. Cette approche One Health est prônée par de nombreux pays, mais en France on avait encore du mal
à la mettre en place, et c'est ce qui a été fait par la stratégie nationale de santé adoptée à la fin 2017, après une large concertation, une grande consultation publique sur Internet, et surtout par le plan national de santé publique, qui est maintenant rebaptisé Priorité Prévention, et qui a été adopté lors d'un comité interministériel pour la santé, c'est-à-dire finalement un conseil des ministres entièrement dédié à la santé, présidé par le Premier ministre, en présence des ministres, avec des représentants citoyens, et donc vraiment une mobilisation très forte autour de l'importance de mettre de la santé dans l'ensemble des politiques, à l'éducation nationale, à l'environnement, au transport, au travail, avec, là encore, troisième message très important, le rôle clé des professionnels de santé au sens large, des associations en santé, des collectivités, des patients et finalement de l'ensemble de la société, puisque c'est par un changement sociétal qu'on rééquilibrera notre système de soins vers un système de santé beaucoup plus intégré, beaucoup plus inclusif et qui privilégie évidemment la promotion de la santé. Élément très important que vous avez certainement vu passer, la décision du président de la République de créer un service sanitaire. Ce service sanitaire devrait beaucoup profondément révolutionner le paysage dans les professions de santé dès les prochaines années, puisqu'il se met en place à la rentrée, et que l'objectif est que les 49 000 étudiants en santé de la promotion 2018 aillent faire des actions de promotion de la santé après avoir été formés, évidemment. Et donc le message est très fort, puisque la prévention, la promotion de la santé passe en premier dans les études. Ça sera donc quelque chose d'intégré dans l'esprit de ces futurs professionnels. C'est une occasion assez rare de sortir des lieux de formation, de sortir des facs, de sortir des IFSI, pour aller vers les territoires, vers les populations défavorisées, puisque c'est la priorité de ce dispositif, d'aller vers des zones défavorisées, des territoires urbains défavorisés, des territoires ruraux, et surtout des populations jeunes. C'est un exercice qui va être fait en interprofessionnel, donc avec des étudiants, infirmiers, sages-femmes, kinés, pharmaciens, médecins, dentistes, donc qui vont travailler ensemble, et ça c'est déjà un signal très fort. Et enfin, on espère un impact positif, comme l'ont déjà montré les premières études de faisabilité, qui est premièrement la preuve de l'importance de l'éducation par les pairs. Vous imaginez bien une classe de collège face à des étudiants infirmiers ou médecins, l'écart d'âge est extrêmement faible, et donc on est vraiment dans la confiance, dans la fluidité des échanges. Et puis donc un changement majeur pour les jeunes qui bénéficieront de ce programme, puisque à l'école, au collège et au lycée, il y aura en permanence un dispositif de promotion de la santé animé par le service sanitaire, avec l'appui des associations, des parents et évidemment du corps enseignant. Donc le service sanitaire se met en place dès la rentrée 2018. Autre élément important, l'information, Nicolas en a parlé, nous devons tout faire pour utiliser les mêmes canaux, les mêmes réseaux sociaux que ceux qui diffusent des fake news, et donc il nous faut aussi trouver un moyen d'accéder facilement à des informations fiables de sociétés savantes, d'agences sanitaires et d'institutions pour envoyer des messages à la population sur la santé. Enfin, en ce qui concerne globalement la politique de santé publique et la prévention, et en particulier pour les sujets qui vous intéressent, on vous en a déjà un tout petit peu parlé. On a une structure nationale très mobilisée autour de grands principes, les principes d'anonymat, les principes de prise en charge solidaire, les principes de gratuité. Et donc on se mobilise encore plus, nous en avons parlé il y a quelques jours, dans la lutte contre le tabac, qui est le premier tueur en France. Et là, l'action gouvernementale est extrêmement forte, puisqu'on va passer d'un plan national de réduction du tabagisme à un plan national de lutte contre le tabagisme, qui va démontrer l'importance d'une action totalement intégrée sur l'ensemble du gouvernement, avec en particulier l'action du ministère de l'économie. Même chose pour la lutte contre l'alcool. Et enfin, vous l'avez vu dans les mesures phares du plan priorité prévention, une forte volonté d'éliminer l'hépatite C en France à horizon 2025, en utilisant de façon combinée un accès très large aux tests rapides d'orientation, mais aussi l'accès facile aux antiviraux d'action directe. Donc tous les acteurs de santé sont mobilisés. On souhaite évidemment privilégier une approche globale
des addictions. Et les addictions, on a parlé de tabac, alcool, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres addictions. Et vous avez vu aujourd'hui encore dans la presse les résultats préoccupants de l'addiction aux écrans et de l'addiction aux réseaux sociaux. Et on souhaite surtout s'appuyer, Nicolas Pries vous l'a dit, sur des données probantes, sur des innovations. Il y en a beaucoup actuellement dans ce domaine, mais aussi sur l'accès aujourd'hui de plus en plus facilité à ce fameux hub en données de santé qui est préconisé par le président de la République, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un accès des institutions, un accès des pouvoirs publics, un accès des chercheurs à cette immense base de données qui se constitue en France et qui est une base de données quasiment unique au monde, qui associe les données de l'assurance maladie, les données des hôpitaux, les données des entrepôts de données de santé, c'est-à-dire finalement les dossiers médicaux patients, et puis les dossiers issus ou les données issues des outils connectés. Donc vous voyez qu'avec l'ensemble de ces données, si elles sont sécurisées, si elles sont gérées par la puissance publique et avec un accès évidemment surveillé pour les personnes qui souhaiteraient travailler sur ces données, on va vraiment travailler sur des preuves, travailler sur la science et baser notre politique de prévention sur des données rigoureuses et scientifiques. Donc on est aussi très attentif aux échanges internationaux. Alors évidemment, on peut aller faire du parangonnage international, mais dans l'autre sens, je souhaiterais juste vous citer l'intérêt du commissaire européen, du directeur général de la santé de l'Union européenne, du directeur général de l'OMS, c'est important de le dire parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en France, sur ce qu'il se passe en France, en particulier dans le champ de la santé mentale, dans le champ de la santé sexuelle, dans le plan national de lutte contre le tabagisme. Alors la France, comme on l'a dit à l'instant, voit enfin sa population de fumeurs se réduire. On est encore très loin d'autres pays, donc il faut être extrêmement modeste, mais on sent que le mouvement s'amorce, et tant mieux, et il faudra une mobilisation générale. Voilà, on avait tous les outils, on a maintenant encore 2 outils supplémentaires que sont la hausse forte des paquets de cigarettes, puisque l'objectif de 10 € sera atteint en 2020. On a la prise en charge par la sécurité sociale des traitements de substitution nicotinique. Là encore, vraiment tout faire pour aider le fumeur à arrêter. Et donc, on a une volonté vraiment de démontrer l'impact de l'ensemble de ces mesures, avec les mesures fiscales, avec les mesures douanières, pour lutter tous ensemble contre le tabac. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. Il y a vraiment une mobilisation très forte des autorités sanitaires dans une lutte intégrée contre les addictions, en s'appuyant sur la science, en s'appuyant évidemment sur les professionnels de santé, puisqu'on a vraiment besoin d'avoir cet aller-retour, cet échange permanent avec le terrain, et on est très demandeur aussi d'informations de terrain, d'expérimentation de terrain, pour privilégier là encore le benchmarking, savoir ce qu'il se passe, ce qui marche avec vos centres, avec vos patients et avec les initiatives locales. Merci encore de votre attention et à disposition pour toute question. Une question. Oui, bonjour, Patrick Favrel, association CEF. Je m'adresse à Jérôme Salomon. Vous avez parlé de l'hépatite C qui était une priorité. Si mes souvenirs sont bons, l'IGAS a fait une audition sur la réduction des risques. Quand aura-t-on les résultats de leur rapport? Le deuxième point que je voudrais aborder, vous parlez de lutte contre le tabagisme. La vape est quand même un élément fondamental qui a permis de réduire en fait le nombre de fumeurs. Quand les organismes, alors notamment l'OFDT, mais pas seulement, vont prendre en compte en fait en termes statistiques ces éléments. Merci pour vos questions. Alors effectivement, nous avons une politique de réduction des risques et nous bénéficions régulièrement d'évaluation par l'IGAS. Donc l'IGAS étant un corps d'inspection indépendant, on aura son rapport et ce rapport sera publié, c'est ce qui est la norme. Et évidemment, on s'appuiera sur les rapports de l'IGAS pour améliorer encore notre politique de réduction des risques. Sur l'intégration du vapotage dans les statistiques, je ne sais
pas si Nicolas a des informations. Et je crois que c'est fait en fait. Enfin, je crois que l'OFDT travaille vraiment sur les questions de la VAP qui est intégrée, y compris dans l'enquête Escapade de 2017 publiée début 2018. Donc il y a des données sur la VAP publiées par l'OFDT, si c'est ça la question. Bonjour, je suis François Lacache, je suis chef de clinique dans un service d'addictologie parisien. J'ai une question au sujet de l'alcool, où je partage pas forcément l'optimisme qu'il y a quant à certaines déclarations de certains politiques qui ne pouvaient pas forcément être aussi agressifs que nécessaire vis-à-vis de l'alcool. Ma question, c'était, vous évoquiez tout à l'heure les taxes sur le tabac, qui sont effectivement une mesure qui avait été demandée X fois, où il a fallu prouver je ne sais combien de fois que c'est des hausses très importantes qui étaient de prix qui étaient efficaces. Donc là, c'est une bonne chose qu'il y ait eu ça de fait. Ma question, je la transpose à l'alcool, où toutes les études en fait, ont prouvé que quand on mettait un prix minimal de l'alcool ou quand on augmentait les taxes de l'alcool, la diminution de la consommation d'alcool était effective. Du coup, je me dis, et je peux espérer qu'il y aura aussi cette prise de décision politique prochaine. Est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu discuté ou au contraire, l'alcool conserve un peu ce tabou un peu français? Alors, je vais être très très carré. Pour moi, il n'y a aucun tabou. On est vraiment sur une politique de lutte contre le binge drinking, de lutte contre la protection en particulier de la souffrance fœtale. Et donc, on a des messages extrêmement clairs pour protéger déjà ces deux populations que sont les mineurs et les femmes enceintes. On va évidemment demander plus. Donc pour ceux qui sont déçus sur l'absence de mesures de lutte contre l'alcoolisme dans le PNSP, elles arrivent. Donc voilà, ça a été un peu plus long. Mais en tout cas, il y aura des mesures de réduction évidemment de l'alcoolisme, et en particulier de l'alcoolisme sur les populations les plus vulnérables. Quant à votre proposition sur les prix, c'est une des pistes intéressantes. Vous avez probablement vu ce qui s'est passé en Écosse. Donc voilà, ça fait partie effectivement de démarches qu'on favorise. Quand je vous ai parlé de parangonnage international, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors il y a une particularité française que personne ne nie. Voilà, on sait bien qu'il y a des lobbies, en particulier sur ce champ, qu'il y a un patrimoine français que certains veulent défendre. Donc voilà, mais ça fait partie du paysage et il n'y a pas question d'avoir ce tabou de on ne peut pas en parler, on ne peut pas en discuter. Donc nous, notre objectif, je vous en ai parlé dès le début, c'est la protection de la population, c'est la promotion de la santé. Donc chacun défend ses intérêts et je préfère défendre les intérêts de la santé publique. Oui, Michel Boiron, je suis psychologue, thérapeute de couple et sexologue. Et j'ai une addiction, moi, qui m'inquiète beaucoup, qui est gratuite et qui a lieu avec l'Internet et virtuel. C'est donc la pornographie. Donc aujourd'hui, c'est un fléau énorme. Modestement, avec ma patientèle privée, j'ai 2 nouveaux patients par jour, des gamins. Enfin, gamins, c'est 25-35 ans. Qui en sont à... Non, parce que je ne traite pas les enfants, je ne traite pas les jeunes. Donc, et je vois des jeunes arriver qui ont derrière eux quand même entre 10 et 15 ans de consommation de pornographie. Ils ont commencé tous avec le porno de Canal+, la majorité. Et aujourd'hui, ce sont quand même des jeunes qui sont en grande souffrance parce qu'ils sont isolés. On les confond avec tous les noms qu'on a aujourd'hui autour de ce qui se passe dans les autres choses sexuelles. Mais là, on est... enfin, moi, je suis très, très, très inquiète. Parce que c'est insidieux, c'est gratuit, ça isole. C'est souvent des gens qui sont quand même en couple et où la sexualité est devenue totalement inexistante. Et donc, je vois d'abord les femmes qui, voilà, sont très belles, aiment leur compagnon et il n'y a pas de sexualité. Donc en convoquant le compagnon en question, on voit qu'il y a donc une sexualité passive. Parce que l'inquiétude de la pornographie, c'est la passivité. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire le risque de passage à l'acte et de violence. C'est au contraire une passivité face à l'écran et un doudou qu'on a à la maison contre toutes les angoisses. Voilà, donc je me permets parce que je pense que c'est une addiction sans produit et gratuit. Merci. Alors, je ne ferai pas de commentaires sur l'accès à la pornographie chez les adultes, mais par contre, ma préoccupation, elle est pour les mineurs, en particulier les très jeunes. Il y a une réflexion internationale et c'est quelque chose d'émergent. On voit bien que les parents sont complètement désemparés. Il y a
l'accès aux écrans, déjà. Vous voyez le nombre de nourrissons qui sont devant des écrans. Enfin, prenez les transports, c'est assez impressionnant. Dans le train, on voit les parents, pour être tranquilles, qui mettent leur tout petit devant un dessin animé. Ça, c'est déjà tout à fait nouveau. L'accès à Internet, l'accès aux smartphones et l'accès aux réseaux sociaux. Et donc, il y a un système assez simple qui a été mis en place par l'OMS que je trouve intéressant, c'est peut-être une espèce de guide pour les parents, parce qu'il n'est pas question d'interdire, vous pouvez pas, c'est très compliqué d'être dans l'intimité familiale, mais le repère 3, 6, 9, 12 me paraît quelque chose d'intéressant. Hein, pas d'écran avant 3 ans, pas de télé avant 6 ans, pas de téléphone personnel avant 9 ans, et puis pas d'accès aux réseaux sociaux. Mais on sent les parents complètement désemparés pour repérer l'usage d'Internet, repérer évidemment les usages vers des sites dangereux, parce que là vous parlez de pornographie, mais il y a aussi d'autres sites qui sont extrêmement violents. Et donc c'est vrai qu'on est face à un phénomène émergent. Donc vous avez entendu parler de l'interdiction d'utilisation des téléphones portables à l'école, ça fait partie du débat d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on sent des jeunes et des adolescents complètement perdus en quête de repères sur l'usage, et on sent que les parents, puisqu'ils n'ont pas été confrontés à cet usage, sont à la recherche de référentiels, parce qu'ils ne voient pas comment freiner. Donc je pense que c'est un enjeu de société. Il faut qu'on soit très attentif à l'élaboration de recommandations. L'interdiction étant très compliquée, on voit bien qu'aujourd'hui, le nombre d'adolescents porteurs d'un téléphone connecté est à peu près proche de 95%. Donc le retour en arrière est compliqué. Mais par contre, l'aide à l'usage, l'éducation à l'usage, le rôle aussi de la communauté scolaire, de la communauté éducative, de montrer les dérives, voilà, ça fait partie des enjeux. Mais pour moi, l'addiction aux écrans est une addiction très préoccupante. Je ne sais pas si Nicolas veut rajouter des choses. Non, je partage ce que tu disais. Effectivement, à regarder cette question au travers de l'usage des écrans, il y a les jeux vidéo aussi qui nous interrogent singulièrement, la question de l'accès au contenu pornographique. Et cette demande à la fois des parents d'être guidés, et moi ce qui m'a un peu frappé dans le sondage qui a été publié aujourd'hui, c'est aussi que les jeunes disent finalement les deux personnes en qui on a le plus confiance, et ça nous interroge un peu nous autour de cette table, c'est les parents en numéro 1 et le médecin généraliste en numéro 2. Et finalement ça, quel que soit le type d'addiction, pardon, je sors un peu de la question singulière que vous avez posée, mais ça veut dire que, comme le disait Jérôme Salomon, il faut qu'on aide les parents à répondre aux sollicitations des enfants. Ça veut dire quelquefois extrêmement tôt, c'est-à-dire qu'on est sur des politiques d'aide à la parentalité pour les personnes les plus en difficulté notamment. Ça, c'est le premier sujet. Et le second, ça veut dire aussi qu'il faut que les médecins généralistes, mais j'ai déjà eu l'occasion d'en parler devant vous, je pense, l'année dernière, et plus récemment à la Fédération Addiction, qu'on arrive à les embarquer un peu plus dans la question de la prévention des addictions et dans la résolution des problèmes pour lesquels ils peuvent faire quelque chose. On a aujourd'hui, on le sait tous, 14 millions de fumeurs de tabac en France, on a 5 millions de buveurs quotidiens, on a 700 000 utilisateurs de cannabis. Vous tous les spécialistes, vous y suffirez pas. Donc on a des outils nouveaux et des organisations du parcours des personnes qui ont besoin d'aide qui doivent être beaucoup plus fluidifiées. D'abord en utilisant sans doute des nouveaux outils qui peuvent être appuyés par des nouvelles technologies, et puis vraiment que les médecins généralistes, on arrive à embarquer un peu plus les professionnels de premier recours là-dessus. Une dernière question, Claude Védéier. Éric Ispard, on se connaît les uns et les autres. Je voudrais juste rappeler qu'on a besoin de vous, nous, les soignants. Je suis PH dans un hôpital parisien, certes. Je suis président de la collégiale de addictologie de la PHP. Quelque chose de très simple. Nous avons besoin que les pouvoirs publics signifient un plan addiction comme on l'a eu il y a quelque temps. Juste, en remerciant Amine de tout son travail, etc. Actuellement, les médecins, les infirmiers, tout le tissu effectivement que vous évoquiez est débordé. Il y a donc constamment des pertes de chance. Les urgences ne peuvent même pas recevoir des personnes ayant un problème d'alcool, d'addiction, etc. La PHP, dans la réduction actuellement au niveau économique, nous dit qu'il faut rendre des postes.
Cette année, pour 2018, on a eu au niveau de la dictologie un demi-poste demandé sur l'ensemble de la PHP. Il y a des autocensures. Et bien dans la communauté médicale, la dictologie ne pèse rien. Donc si vous voulez, on est face à une pandémie au niveau des jeunes, on le sait, et vous l'avez tout à fait évoqué. S'il n'y a pas des moyens humains qui sont signifiés, et on n'a pas peur de la notion économique des choses, de faire de la dicto, c'est simplement d'une rentabilité exceptionnelle vis-à-vis du pays, de la co-souffrance, et vraiment, aidez-nous à faire comprendre que de prendre en compte, et on l'a vu avec l'hépatite C, c'est extraordinaire ce qui se passe, de prendre en compte, mais il faut des moyens humains quand même. Et ça, c'est terrible d'imaginer qu'on est dans des pertes de chance sur 20 ou 30 ans, en termes de qualité de vie, d'espérance de vie, et c'est vrai que, bienvenue Jérôme Salomon, bienvenue Nicolas Prise de tout ce que vous dites, mais il faut qu'au-dessus, le plafond de verre, il y a quelque chose qui bloque. On est prêt, on est débordé, l'AMPA, etc. 3 mois, 6 mois pour avoir des consultations, c'est pas acceptable. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Bon, juste pour commenter, je ne parlerai pas à la place de ma collègue Cécile Courrèges qui dirige l'organisation des soins, mais simplement une réflexion. Évidemment, il y a une cohérence, c'est-à-dire que face aux priorités de santé publique, on essaie d'organiser la réponse. Simplement, je vous donne quelques éléments de réflexion. Il faut qu'on organise notre système de soins pour les addictions comme pour le reste, de façon structurée, avec une première ligne, un premier recours très accessible. Je vous parlais tout à l'heure des inégalités territoriales. Je viens de la PHP, donc je connais la situation de la PHP, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi le jeune en Guyane, le jeune en zone rurale. Et donc, il faut qu'on soit capable aussi de répondre partout à ces enjeux. Et donc, il y a ce premier recours. Il y a le fait qu'il y a probablement plusieurs professionnels, plusieurs types de professionnels qui peuvent intervenir. Il faut qu'on pense au rôle des sages-femmes, par exemple, dans la détection des addictions chez les jeunes femmes pendant la grossesse, au rôle des infirmières. Les pharmaciens, aujourd'hui, veulent s'impliquer comme acteurs de santé publique. Voilà, il y a ensuite, évidemment, la réponse aux urgences, la réponse hospitalière, la prise en charge des souffrances aiguës. Vous avez parlé de la non-capacité de prendre en charge aux urgences. Donc ça, évidemment, pour nous, c'est une préoccupation. Et puis, je dirais, il y a l'échelon auquel vous participez aussi, qui est l'échelon d'élaboration de protocoles, de données probantes, de recherche, puisqu'il y en a aussi à trouver des pistes de recherche. Donc il nous faut finalement toute cette structuration d'acteurs de terrain, de travail en réseau, de la capacité de construire des parcours pour ces personnes, pour améliorer en particulier, on a parlé tout à l'heure de stratégie nationale de santé sexuelle, il faut aussi qu'on ait cette capacité de répondre aux enjeux de santé mentale. Donc tout ça est très important, tout ça fait partie du grand chantier lancé par le Premier ministre, la transformation du système de santé. Donc tous ces grands problèmes sont sur la table et j'espère qu'on aura des réponses. Peut-être que je laisse répondre Nicolas sur le plan des addictions au sens large. Oui, non, je réponds très vite parce que je pense que votre question concernait principalement le plan addiction à l'hôpital tel qu'il avait été élaboré à une certaine époque, et Jérôme Salomon a parfaitement répondu là-dessus. Moi, je vous dis simplement que sur la question du plan addiction au sens les politiques publiques qui peuvent avoir un impact sur les consommations et les addictions, on est en voie de finalisation normalement de ce plan national de mobilisation contre les addictions. Merci. On va enfin passer la parole à Nora Volkow. Je ne vais pas la présenter longuement car elle est déjà intervenue dans ce congrès. Donc, Jérôme Salomon a parlé de parangonnage, de benchmarking en mauvais français. Donc, allez-y, la science et les politiques vues des États-Unis. Well, I'm going to speak in English, but I basically was surprised that I've been brought into this panel of political interactions with science because certainly the political component is very distinct for a country like France that it is from the United States. What I think is challenging is to try to identify those areas where science actually provides solutions that grow across borders and based on the discussions. The first one that I think is very pertinent and I brought up yesterday because
it's likely as we look forward and say what is the most important intervention we can do as it relates to health. We now know that in the United States, different from where you are in France, where you are the second country in terms of outcomes, the United States is the only country where at the economical level that we are, that instead of increasing the life expectancy, we're decreasing the life expectancy. And so that tells you exactly what the challenges are for us as a country. So research has been going on to try to determine what is accounting for the decreasing longevity as opposed to go up. And as I mentioned yesterday, the opioid crisis is one of them. Suicides is the second one. And the third one is cirrhosis from alcohol, and I suspect also from obesity. So all of these three conditions are conditions that in principle are 100% preventable. It's not like Alzheimer's disease where we don't know how to prevent. Many of the cancers, we have some idea of what things are good, but not with respect in this situation. We do know how to prevent them. So the question is, on the situation, what is the factor actually that determines the worst outcomes? And if you look in the United States, and again, I'm speaking of the United States, it's like there are two Americas. There's the America of the educated, and there's the America of those that don't have beyond the high school diploma. So if you divide our population between the America with education and the America without education, it accounts completely for all of the increase in mortality. It is striking the difference, and as you were commenting, that currently in France there is a significant difference on the expectation of life on the basis of your educational degree. It then strikes me that perhaps one of the most important things that we can do in health, even though we don't traditionally think about it in health, is to ensure that there's proper education for all of the citizens of a particular country. And by the way, that intervention of education is going to be also the most important investment that we can do economically for that country. So in my brain, it's a non-brainer in terms of across, and I don't think that this is specific to any particular country, but it actually deploys across all borders, the importance of bringing education. At the same time, so that's the point number one. The point number two, as we're dealing with a meeting that relates to addictions, most of the mortality, and again, I'm going to give numbers in the United States, but the relative ratios are similar in France. There are more than 400,000 people that die every single year from tobacco diseases in the United States, more than 80,000 from alcoholism, and 64,000 from overdoses from other drugs. So the numbers are gigantic. And yet, here we are, and as we're discussing politics, and I thought and policy issues, one of the things that determines the enormous amount of mortality from alcohol and tobacco is not because they are the most dangerous drugs, not at all. If you actually test them in animal models, you come to realize that they are less addictive, less toxic than heroin or than methamphetamine. And yet we have much more mortality than it. Why? Because they are legal. And why is that a determinant? Because then you create an industry that is going to be making money by making people addicted. So as we're discussing the whole issue of political discourse, and I'm not a politician, I'm a scientist, so I bring these things into the table because I realize that in politics and in decisions, there's more than science speaking. The reality is that as we face into the future and we recognize there are many new stimuli that are going to be emerging that we're going to have to regulate. So we have the struggles with tobacco, we have the struggles with alcohol. In the United States, we have the struggles with marijuana because now the legalization phenomena. And then the fourth component that was just brought up, what are the consequences of these social media and video gaming and technologies that is flourishing everywhere, and for which we don't have complete information about what would be the downstream effects.
So in that environment, what is it that we should think of and what should be our strategy? And I think to start with, I think it's wonderful that there is a discussion between science and politics so that we can identify, first of all, what may be, from the political perspective, scientifically relevant questions. What is it that us as scientists could bring forward? So let's speak about teenagers exposed to social media. Is it a bad thing? Do we know? And the reality is we do not know. In the United States, there's a phenomenon we have not been able to actually understand. Despite these very bad numbers that I'm giving you around, we have the lowest levels of drug use among teenagers that we've ever seen. The lowest. Lowest in alcohol, lowest in tobacco, lowest in cocaine, lowest in heroin. What is driving those low levels? This is extraordinarily important because if we don't understand it, then we cannot emulate it as a prevention effort. We have ideas, we have hypotheses. One hypothesis is the landscape by which teenagers interact with one another has dramatically changed. And how does that relate to addiction? It relates to addiction because teenagers experiment with drugs in social groups, and they're extremely sensitive to peer pressure. So to what extent the fact that as more kids interact with one another by social media as opposed to face-to-face, are they having less likelihood of experimenting with drugs? That's an hypothesis. It needs to be tested. It's too new. The second one is we've seen, different from what you've seen in France, a dramatic reduction in tobacco smoking. 70% reduction among teenagers over a period of 10 years, dramatic. And nicotine is an interesting drug because nicotine primes your brain. It primes your brain to make things more rewarding. So if you are exposed to cocaine and when you are a smoker, your risk of becoming addicted is much higher. So one of the questions is, by bringing down the consumption of nicotine among teenagers, are we protecting them against addiction to other drugs? And so these are two questions that I bring up because they're very, very relevant as we have this dialogue about how to regulate these processes. They do highlight the tremendous importance of prevention that targets children, adolescents, and targets the transition from adolescence into young adulthood, when you see a very significant amount of drug use. And it also highlights the importance of understanding better what are the consequences of social media such that we can maximize the positive outcomes and minimize those that may be negative and are very deleterious. And with that, I just like to thank you all for the opportunity of bringing up the importance of science and making decisions for politics. Because the reality is, at the end of the day, the most important things that we can also do when it relates to prevention is policies. Because policies that become law then are actually followed as a norm that has tremendous impact on behavior. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Nora Volkow? Non. Alors moi j'étais quand même frappé au long de ma carrière, parce que je suis plus ancien que vous tous, quand même de l'évolution, parce que on était quand même sur le champ des addictions dans un certain militantisme il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on se pose la question quand même des preuves pour établir une politique, pour faire la prévention. Comment vous avez-vous cette évolution et qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui? Je crois que c'est un peu le propos de notre table ronde. C'est vrai que après des engagements particuliers qui ont été souvent à l'origine soit d'événements marquants pour la société, soit d'événements personnels, on a quand même une professionnalisation aujourd'hui de la question de la prévention en général, enfin la création de, tu as bien connu l'INPES, Santé publique France maintenant,
des acteurs de prévention qui arrivent à être beaucoup mieux accompagnés et qui se saisissent de nos questions de manière beaucoup plus professionnelle. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'on observe en France ces tendances assez intéressantes sur le plan de l'addiction des consommations chez les jeunes. Il reste que face à ces professionnels et face à la science sur laquelle ils s'appuient, il faut encore être très vigilant parce qu'on en a parlé, Jérôme et moi-même, dans nos interventions, mais on a un espace qu'on maîtrise assez peu sur l'information et une accessibilité très très grande aujourd'hui, et qui est certainement pour le meilleur d'une part, mais parfois un peu pour le pire, sur la qualité des informations qui peuvent circuler et qui peuvent être évidemment assez contre-productifs en matière de protection, et je pense en particulier aux jeunes. Merci. Moi, j'avais une autre question aussi sur justement la désinformation. On a vu l'histoire criminelle du tabac, hein, ces industries qui répandaient à la fausse information, les stratégies d'influence, etc. On le voit sur d'autres lobbies à des degrés moindres ou à bas bruit, mais c'est quand même les mêmes logiques qui s'expriment. Donc comment l'action politique prend en compte, je dirais, ces discours qui sont des discours... je ne demande pas de prendre position sur un lobby particulier, mais comment on prend en compte ces discours qui ne défendent que des intérêts commerciaux avec une logique qui nie la santé? Merci pour cette question difficile. Je voudrais remercier Nora Volkow pour son intervention parce qu'elle illustre les différences très informatives qui peuvent exister entre les États-Unis et l'Europe, avec évidemment des tendances fondamentales qui sont les mêmes, hein, le rôle de l'éducation, le rôle de l'argent, la différence qu'on observe par exemple en France avec quand même notre solidarité nationale, hein, qui est souvent décriée, mais qui est quand même cette sécurité sociale depuis l'après-guerre qui permet quand même d'avoir accès, même parfois avec du retard, avec des délais, mais quand même d'avoir accès, quelle que soit son éducation, quels que soient ses revenus, à des spécialistes. Je pense que c'est quand même extrêmement important. Après, on a le même défi d'accès à l'information. Je pense que ça, c'est un sujet important. Et puis, la décroissance très forte du tabac chez les adolescents est un élément important. Qui nous interpelle. Pourquoi est-ce que l'Angleterre est à 15%? Pourquoi est-ce que l'Irlande est à 13%? Et nous encore à 25 ou 26. Voilà. Là, il y a vraiment des éléments qui interpellent, en sachant quand même qu'il se passe quelque chose, et c'est important chez les jeunes et les adolescents, c'est que l'image du tabac devient négative. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'on est à la recherche de modèles, on est à la recherche de comportements de groupe, et sur une image négative globale pour les jeunes, c'est un élément important. Après, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il est très difficile dans ce champ, comme dans d'autres, de faire de la prospective. Je ne suis pas sûr qu'il y a 10 ans, on aurait dit que l'addiction qui nous aurait préoccupé aujourd'hui était l'addiction aux écrans ou aux réseaux sociaux, avec des jeunes qui peuvent passer 6 heures ou 8 heures devant des écrans ou sur Internet. Après, les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt, les États-Unis les ont très bien, les anglo-saxons au sens large d'ailleurs, les gèrent très différemment de nous, puisque vous avez des lobbyistes déclarés. Nous avons aussi des lobbyistes, mais probablement moins déclarés. Et donc, il y a quand même des changements culturels profonds en France. Vous avez vu les mesures, la loi anti-cadeau, les enjeux de transparence qui de plus en plus sont maintenant renforcés. C'était d'abord dans le champ de la santé, c'est aujourd'hui valable pour Bercy, c'est valable pour l'industrie pharmaceutique, mais plus largement pour d'autres industries. Et donc, on est probablement moins sollicité dans les ministères. Les parlementaires restent une cible, hein, ça a été dit à plusieurs reprises dans les médias, parce que les représentants du peuple, les maires, les responsables de collectivités, les députés, les sénateurs sont régulièrement soumis soit à la pression de leur circonscription et des intérêts économiques de leur circonscription, soit à l'intervention de lobbyistes. Et à la limite, ça n'a rien de choquant. Ce qui est choquant, c'est de ne pas le savoir. Donc que quelqu'un vienne défendre des intérêts en disant je défends les intérêts de telle ou telle branche n'a rien de perturbant à partir du moment où vous le savez. Et évidemment, la difficulté est d'être capable de le détecter ou de demander à la personne de le déclarer. C'est ça probablement l'enjeu des prochaines années.
en sachant que ce type d'échange se fait au sein des ministères, au sein du Parlement, dans la vie courante. Donc il faut être attentif effectivement en permanence, en sachant à qui on a affaire, quels sont les liens d'intérêt potentiels de cette personne. Mais je pense que les esprits sont en train de changer et qu'on est de plus en plus attentif, et c'est un petit peu le sujet de ce débat, aux données scientifiques. C'est-à-dire qu'avant, on vous disait, si, c'est montré que ça ne sert à rien, et puis les gens, de plus en plus, les journalistes font un travail important d'infographie, de remontée d'informations issues des publications. Donc je pense que plus on aura des données rigoureuses, plus on aura des éléments de comparaison internationale, plus on pourra lutter avec de bons arguments face à d'éventuels trafics d'influence ou tentatives d'influence ou pression de par certains industriels, par exemple. Merci. Une ou deux dernières questions, parce que nous allons devoir interrompre rapidement cette session pour écouter la ministre. Qui souhaite poser des questions, l'ultime question aux intervenants? Yes. Yeah, in terms of the discussion, and again on the differences between France and the United States, 3 minutes. The concept is, to what extent in France you have been able to overcome the stigma of addiction in such a way as that treatment is provided like the rest of medicine, as well as doing prevention efforts that are targeted towards it? C'est une question évidemment, pardon, oui, très importante. Je pense que là encore, l'action très en amont est importante. Hein. On a connu tous dans cette salle les addictions, les overdoses des années 80-90, extrêmement traumatisantes, avec cette stigmatisation des toxicomanes par voie veineuse. C'est une des réussites, je pense, de la politique de santé française, d'avoir réussi cette politique de réduction des risques et de substitution médicamenteuse. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'on est tous, entre guillemets, exposés familialement dans son entourage avec des jeunes soumis éventuellement à des addictions. Et donc le regard a beaucoup changé parce qu'on se rend compte que c'est un problème de société, qu'on est tous exposés et que finalement c'est à la société de prendre en charge ce problème de santé publique. Et plus on va le prendre tôt, plus on va en parler à l'école, avec l'école promotrice de santé, avec les enseignants, avec les associations et en famille évidemment, plus ce sera efficace. Et donc effectivement, je pense que l'image des personnes victimes d'addiction a profondément changé. Là encore, parce qu'ils sont rentrés dans le régime général. Enfin, je ne sais pas si Nicolas... Merci beaucoup pour ce débat et merci aux intervenants pour la qualité de leurs interventions.